Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ce moment musical autour d'un nouveau Midi Musique. Midi Musique que nous allons continuer de faire vivre malgré les circonstances. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le Grand Nord autour de la musique scandinave. Voici le cheminement que je vous propose. Donc on commencera par les racines, donc avec les musiques traditionnelles, surtout autour des danses et de la découverte d'instruments de musique. Ensuite, nous verrons comment un compositeur comme Grieg s'est inspiré de ces racines pour composer ses œuvres, enfin, une partie de ses œuvres. Et pour terminer, je vous proposerai de découvrir deux musiques finlandaises qui ont comme point commun d'avoir comme support une source littéraire. Alors on commencera par Jean Sibelius avec son signe de Tuonela, qui a pour source les légendes du Kalevala, et nous conclurons avec une œuvre contemporaine de Kaija Saariaho qui se nomme L'aile du songe et qui a pour support des poèmes de Saint John Perse. Alors, petit détail technique, c'est la première fois que je fais une conférence en vidéo. Je n'ai aucune expérience en la matière. Je ne vous cache pas que je me sens un petit peu seule avec ma caméra, donc je réclame votre indulgence. Bon, c'est parti, enfilons nos gants, nos moufles, nos écharpes et allons-y. Je vous propose dans un premier temps d'examiner la carte pour qu'on puisse voir ensemble où sont situés les pays dont nous allons parler aujourd'hui. Donc là, ils sont en plein milieu de la carte. Il s'agit de la Finlande, la Norvège et la Suède. Partons donc à la découverte de quelques instruments traditionnels. En premier, je vous propose de découvrir le kantele. C'est un instrument traditionnel finlandais. On peut dire déjà que c'est un instrument de la famille des cordes pincées, que l'on peut rapprocher de la sitar par exemple. Dans la vidéo que je vais vous proposer, vous allez pouvoir découvrir le fonctionnement et l'évolution de cet instrument. So there are very many different kantelet types, and maybe I will just show that the oldest ones were smaller than this one. It was one piece of wood that was carved from underneath. You can see that it has been made in this kind of way. Then the number of the strings started increasing a lot in the 19th century, and the character of the music started changing because the music that was played on the smaller kanteles hundreds of years ago, that was very much based on improvisation. It was very long-lasting. It was more like a circle. They started playing so that they were closing some of the strings, that you can't hear them. So you're sort of muting them almost. Yes, muting some of the strings, and then you strum the rest. But this one has separate bass strings.
Le kantele, comme tous les instruments, peut être amplifié. Je vous propose donc maintenant un extrait d'une pièce de Peter Pringle qui va utiliser ce système d'amplification. Cette pièce se nomme Le rêve de Lemminkäinen. Alors Lemminkäinen, c'est un héros légendaire du Kalevala dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure. Retenez bien son nom. Nous voici maintenant en Suède pour découvrir la säckpipa. Alors j'en profite pour vous présenter toutes mes excuses par rapport à ma prononciation des langues scandinaves. C'est pas du tout ma spécialité, donc je réclame votre indulgence. Donc la säckpipa, c'est une cornemuse, c'est donc la cornemuse suédoise. Sur la prochaine vidéo, le musicien que vous allez entendre joue un stecklot, qui est un air de steak. En fait, parce que ce type d'air, généralement une marche, est destiné à être joué lors de grands dîners, comme une célébration de mariage par exemple, au moment où le plat principal est servi. Restons en Suède pour découvrir maintenant un instrument originaire de la région du Uppland. Cet instrument se nomme le nyckelharpa, ce qui signifie violon à clavier. C'est un instrument extrêmement populaire en Suède à tel point que, comme vous pouvez le voir, il a été imprimé sur les billets de banque.
Comme vous pouvez le voir, cet instrument possède un manche large pour supporter le clavier comportant de 14 jusqu'à 50 touches. Les sauteraux ont le même rôle que les doigts sur la touche d'un violon pour produire les différentes hauteurs de son. Toutefois, le sauterau n'appuiera pas aussi fort que le doigt du violoniste, ce qui va permettre à la corde de résonner davantage. Et voici maintenant l'archet qui sert donc à frotter les cordes. Comme vous pouvez le remarquer, il n'a pas du tout la même forme qu'un archet de violon. Il est beaucoup plus court, plus gros, la baguette est plus grosse et puis plus courbée aussi. Nous allons maintenant parler d'une danse norvégienne traditionnelle et voir comment Grieg l'a utilisée dans une de ses œuvres. Cette danse s'appelle le halling. C'est une danse plutôt dynamique, tonique, qui est utilisée pour les grandes célébrations comme les mariages. Et un des moments les plus caractéristiques de cette danse se nomme le hallingkast. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc il y a une jeune fille qui tient au bout d'une grande perche un chapeau. Et cette jeune fille est elle-même juchée sur une chaise. Arrive un garçon qui tourne, qui danse, qui fait le beau, qui se pavane, comme font souvent les garçons autour de la fille. Et puis arrive un moment où il saute et il attrape le chapeau avec son pied, ce qui n'est pas très facile parce qu'en fait, le chapeau il se trouve à 2,30 m, voire 2,80 m de hauteur. Pour l'accompagner, il y a un violon et le rôle de ce violon est très important parce qu'il va falloir qu'il imprime le mouvement dynamique pour encourager le danseur. On découvrira ce violon dans un deuxième temps, mais maintenant place à la danse.
le hardanger est donc un violon un peu spécial pour deux raisons. Tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer sur les photos, il est très richement décoré de par ses incrustations, sa volute sculptée, un peu comme les viols de gambe. C'est vraiment un instrument, enfin moi je trouve que c'est vraiment un instrument magnifique. Ensuite, il est muni d'un rang de cordes sympathiques situées au-dessus des autres cordes. Qu'est-ce que c'est que les cordes sympathiques? Ce sont les cordes sur l'image centrale, on le voit assez bien. Ce sont des cordes qui sont situées sous les cordes sur lesquelles le violoniste va jouer, mais il n'agit pas directement dessus puisqu'il ne peut pas les frotter. Par contre, elles vont vibrer. On dit qu'elles vont vibrer par sympathie, d'où le terme corde sympathique. Alors l'image que je vous ai mis au centre, ça n'est pas un hardanger, c'est une viole d'amour. Mais comme je trouvais qu'on voyait bien sur la diapo, j'ai choisi celle-là. Maintenant, je vous propose d'écouter un petit peu le son de ce hardanger. Laissez-moi maintenant vous présenter Edvard Grieg et sa femme. Edvard Grieg, c'est un compositeur norvégien de la deuxième partie du XIXe siècle. On peut parler un petit peu de sa vie. Il a fait ses études musicales à Leipzig en Allemagne. Ça, c'est assez important parce que sa musique est imprégnée de la culture romantique allemande. Mais pas que. Il s'est aussi beaucoup inspiré des histoires et légendes de son pays. En cela, il a participé au réveil de l'école nationale norvégienne, au même titre que Sibelius en Finlande ou bien Moussorgsky en Russie, par exemple. Il est connu dans toute l'Europe et devient le représentant de la musique norvégienne. Il rencontre d'éminents personnages de son temps, comme Franz Liszt, le compositeur, ou l'écrivain Henrik Ibsen. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Peer Gynt et son concerto pour piano, dont nous parlerons tout à l'heure. Eh bien, parlons justement de ce concerto de Grieg. Au bout de 150 ans, il reste toujours un des favoris du public. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, par ses qualités d'évocation qui nous transportent tout de suite vers les montagnes de Norvège. Ce concerto a été composé à l'été 1868 au cours d'un séjour au Danemark. L'atmosphère rayonnante de cette œuvre peut s'expliquer par la naissance d'une petite fille juste avant l'été, en fait. C'est pour ça que je vous ai mis ces photos de campagne danoise pour un petit peu appuyer ce discours, pour montrer que ce concerto a été vraiment composé dans une période très heureuse de la vie de Grieg. Comme beaucoup d'œuvres de Grieg, ce concerto est investi par le folklore norvégien et ses rythmes si caractéristiques, principalement celui du Halling que nous avons évoqué tout à l'heure. Je vous propose maintenant d'entendre le début du troisième mouvement de ce concerto interprété par Evgeny Kissin. Donc dans ce mouvement, au début, vous allez retrouver le dynamisme de la danse traditionnelle d'origine, donc le Halling, mais je vais vous faire entendre la toute fin, où là, vous allez avoir tout le faste de l'orchestre romantique, toute l'influence de l'école romantique allemande.
Parlons maintenant d'un compositeur finlandais pas très connu qui s'appelle Oscar Merikanto. Il était pianiste, chef d'orchestre et compositeur. Il a vécu de la deuxième moitié du 19e à la première moitié du XXe siècle. Il a écrit pas mal de musique basée sur la musique traditionnelle finlandaise. Vous remarquerez que ça va être quelque chose de récurrent que je vais vous dire aujourd'hui. Pas mal de compositeurs sont allés chercher dans ce terreau traditionnel. La musique de Merikanto que je vous propose aujourd'hui se nomme Mustalainen et elle est un peu spéciale parce qu'il est allé la chercher dans le répertoire rom. Alors pourquoi Rome? Eh bien parce que certains Roms ont migré des pays de l'Est vers, alors en premier lieu vers le XVe siècle, vers l'Écosse et l'Angleterre, et quand ils se sont fait expulser de ces pays-là, ils sont allés plus au nord vers la Scandinavie et notamment la Finlande. D'ailleurs, en 1917, quand la Finlande a acquis son indépendance, eh bien les Roms ont été naturalisés finlandais. Écoutons d'abord cette mélodie intitulée Mustalainen, dans une version que l'on pourrait qualifier de Tzigane, gypsy, comme vous le voulez. Kuule, osaat siellä olla yksin? Osaat siellä vai et siellä osaa? Päätä nyt jo! Osaan! No niin, lähtee! Mustalaiseksi olen syntynyt. Koditon kuljeskelen nyt. Luonnon lapsi, mitä huolinkaan. Kun vain vapaana ain olla saan. Luonnon lapsi, mitä huolinkaan. Kun vain vapaana ain olla saan. Kiertoo tähti selvät antakoon. Tuuli tuisku siihen vastatkoon. Kiertoo tähti selvän antakoon. Cette mélodie va subir de nombreux changements, passant d'une musique très rythmée, comme ce qu'on vient d'entendre, à une musique plus douce et plus calme. En tout cas, c'est comme ça qu'Oscar Merikanto va l'arranger. On peut entendre la version d'Oscar Merikanto dans un film des années 40 qui s'appelle Humoresque, qui a été réalisé par Jean Negulesco. C'est un film américain. Je vous raconte le début de l'histoire. Donc, issu d'une famille modeste, un violoniste nommé Paul Boré
doué et ambitieux, très ambitieux, rencontre des difficultés à percer. Un soir, il est invité à une réception mondaine donnée par Ellen Wright. Et le personnage d'Ellen Wright est joué par une actrice très célèbre, c'est Joan Crawford. Je ne vous raconte pas la suite si vous voulez regarder le film. Donc on va regarder l'extrait où on entend le Mustalainen de Meri Canto, qui est joué par un violoniste très célèbre qui s'appelle Isaac Stern. Plus étonnamment, j'ai découvert sur YouTube une version tango de ce Mustalainen. Et j'ai aussi découvert à cette occasion qu'en Finlande, les Finlandais roms sont surtout connus pour leur contribution au tango finlandais, qui est en fait quelque chose de très répandu et très connu en Finlande, ce qui est assez inattendu. Donc voici ce Mustalainen en tango dans une version de 1933. J'aborde maintenant la dernière partie de ce Midi Musique autour de deux œuvres emblématiques finlandaises. La première est Jean Sibelius. On peut peut-être parler un petit peu de ce compositeur finlandais, donc né en 1865 et mort en 1957. Comme Grieg, même peut-être plus encore, Sibelius a participé à la résurgence de sa culture nationale. Preuve en est, son poème symphonique Finlandia est extrêmement populaire en Finlande et fait quasiment hymne d'hymne en fait. Sibelius fera aussi beaucoup pour mettre en valeur les contes et légendes du Grand Nord comme le Kalevala, ce qui nous amène à l'œuvre dont je vais vous parler maintenant. L'œuvre de Sibelius que je vous propose d'écouter ensemble se nomme Le Cygne de Tuonela. Et cette œuvre est tirée d'une suite qui s'appelle Lemminkäinen, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un ensemble de 4 pièces symphoniques qui ont été écrites entre 1893 et 1895. Cette suite, Lemminkäinen, est inspirée du Kalevala, qui est une grande épopée nationale finlandaise en vers, rassemblée et réarrangée au XIXe siècle à partir de poésie populaire transmise oralement. Alors, spécifiquement, Lemminkäinen, c'est un héros, même un des héros principaux de l'épopée, un héros guerrier doté de pouvoirs surnaturels. Alors, on va parler un petit peu de ce qui lui est arrivé, c'est un peu compliqué. Il épouse d'abord une jolie fille qui s'appelle Kyllikki, et avec qui il fait serment de ne plus aller à la guerre à condition qu'elle ne se rende pas au village. C'est assez curieux.
Cette dernière rompt le serment, ainsi il s'en va. Il s'en va faire la guerre pour obtenir la main d'une autre fille qui s'appelle Poggiola. Pour obtenir la main de cette nouvelle femme, il doit accomplir 3 prouesses. Capturer un élan, brider un étalon et chasser un cygne. Il accomplit les 2 premières prouesses assez facilement, mais est ensuite frappé par un berger aveugle qui le précipite dans le fleuve infernal de Tuonela. La mère du héros cherche alors son fils et le trouve déchiré en morceaux dans le fleuve du royaume des morts. Alors, elle rassemble tous les morceaux de son fils et les coud ensemble avant de prier au Dieu de lui rendre la vie, ce qui s'accomplit. Cette histoire n'est pas sans rappeler un épisode de la mythologie égyptienne antique où Osiris est lui-même découpé en morceaux et sa sœur Isis va chercher les morceaux aux 4 coins d'Égypte pour les rassembler. Dans sa pièce, Le cygne de Tuonela, Sibelius illustre ce passage du Kalevala. Tuonela est donc le royaume des morts entouré d'un fleuve noir sur lequel nage un cygne. Le cygne est personnifié par le cor anglais. À l'été 1894, Sibelius alla au festival Wagner à Bayreuth. Il voit rapidement un culte au compositeur allemand. Le choix du cor anglais n'est pas sans rapport avec cette admiration. Wagner l'utilise de manière magistrale dans Tristan et Isolde. D'ailleurs, quelqu'un va vous en parler tout de suite. Bonjour, peux-tu te présenter et nous parler de l'instrument de musique que tu as dans les mains? Je suis Jean-François Louis et je suis cor anglais solo de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Mais quel rôle a cet instrument dans l'orchestre? Est-il plutôt fondu dans la masse ou alors mis en valeur par des solos? Donc le cor anglais a une place très souvent soliste au sein de l'orchestre. Les compositeurs lui ont confié des thèmes qui sont devenus très célèbres, la Symphonie du Nouveau Monde par exemple, que je vous ai joué en introduction, ou le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo, ou l'illustrissime Concerto en sol de Maurice Ravel. J'imagine que si tu as choisi cet instrument, ça n'est pas par hasard. Tu as sûrement des affinités particulières avec lui. Peux-tu nous en parler? J'ai choisi le cor anglais parce que je me sentais bien avec cet instrument. Les vibrations de l'instrument me conviennent bien et je prends un grand plaisir à faire chanter sa voix très chaude. J'aimerais maintenant, si tu le veux bien, que tu évoques avec nous un bon moment passé au sein de cet orchestre, un moment chargé d'émotions. Le plus grand souvenir de ma carrière est sans aucun doute ma participation à la production d'Angers Nantes Opéra de Tristan et Isolde de Wagner en 2009. Le cor anglais dans cet opéra a une très grande partie dans le prélude du 3e acte. Il doit annoncer à Tristan l'arrivée du bateau d'Isolde. Et habituellement, ce solo est joué en coulisses, en dehors de la vue du public. Olivier Py avait choisi de faire jouer l'instrumentiste sur scène. Et ça a été donc j'ai participé à cette production autant qu'en tant qu'acteur qu'en tant que musicien. Et ça a été un très très grand moment pour moi. Avant de nous quitter, peux-tu nous faire entendre le début de ce solo de Tristan? L'orchestre accompagne le soliste en créant une nappe sonore comme le lac sur lequel évolue le cygne finalement. La mélodie du soliste, elle, est ample et majestueuse comme l'animal. Le temps semble s'être arrêté.
Pour conclure, je vous présente Kaya Saariaho. C'est une femme compositeur finlandaise qui est née en 1952. Donc elle étudie d'abord les arts visuels avant de se mettre à la composition. Sa musique est caractérisée par un goût du détail et surtout une immense richesse de timbre et une immense imagination sonore. Dans son œuvre qui se nomme L'aile du songe, qui est en fait un concerto pour flûte, elle puise son inspiration dans la nature et ses phénomènes, plus précisément la figure de l'oiseau. Cette œuvre prend sa source dans les poèmes de l'écrivain St. John Perse, qui s'appelle Oiseau. Dans cette pièce musicale, la flûte est mise en vedette. De tout temps, cet instrument a personnifié l'oiseau d'ailleurs. Les textes de St. John Perse ont été mis en regard de 12 lithographies de Braque, elles-mêmes inspirées de la figure de l'oiseau. Je vous propose dans un premier temps de découvrir la richesse des timbres de Kaya Saariaho, son inventivité pour obtenir un timbre précis, tel un peintre qui mélange des teintes pour obtenir la couleur qu'il désire. Kaya Saariaho utilise notamment un instrument à percussion qui s'appelle le crotal. Le crotal, c'est un instrument très ancien qui était utilisé déjà pendant l'Égypte antique. Alors en fait, c'est deux petites disques en métal qu'on entrechoque. Maintenant, on l'utilise plutôt, on les met en rangée et on tape dessus avec une maillotche. Voici les crotales utilisés avec des baguettes. Et voici maintenant l'utilisation détournée qu'en fait Kaya Saariaho. Notez bien le nouveau timbre qui est créé par ce détournement. Et maintenant, un curieux instrument, un outil du quotidien, enfin pour les bricoleurs, transformé en un instrument de musique, le sandpaper block ou papier de verre. Pour finir de se convaincre de la diversité de la palette sonore de Saariaho, il suffit de comparer l'orchestre de grille avec le sien. Voilà celui de grille. Donc, je n'ai pas mis le pianiste soliste qui normalement se place devant le chef et le nombre de cordes n'est pas tout à fait exact. Hein, j'ai mis les instruments, il peut y avoir plus ou moins, selon en fait le choix du chef. Et enfin, voilà celui de Saariaho. On remarque que la famille des percussions a complètement envahi l'espace. Et alors que, en fait, celle des vents, à part la flûte solo, a complètement disparu. Pour rentrer dans l'univers de Saariaho et de son langage contemporain, je vous propose de faire appel à vos sens et à vos émotions. Nous allons entendre 2 extraits de son œuvre. Et pour chacun d'eux, je vous ai sélectionné des lithographies de Braque. Et vous, en entendant la musique, essayez de choisir celle qui correspond le mieux à cette musique. Vous pouvez vous baser sur les couleurs, sur les formes, sur l'élan du dessin. C'est une activité assez sympathique à faire en famille ou avec des amis. Cela permet de partager ses émotions, de comparer ses ressentis, sachant qu'il n'y en a pas un supérieur à l'autre, évidemment. Donc voici le premier extrait.
Et nous voilà arrivés au bout de notre voyage. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à vous plonger dans l'univers musical de ces pays du Grand Nord. Alors si jamais vous avez des questions ou des remarques à me transmettre, c'est tout à fait possible. Dans le générique final s'affichera mon adresse mail. Donc vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Dans le générique final, vous trouverez aussi la liste de tout ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui, ainsi qu'une rubrique pour chaque item. Vous aurez une rubrique pour aller plus loin, vous proposant, si ça vous intéresse, d'approfondir tel ou tel thème. Voilà, alors sinon je vous retrouverai avec plaisir au mois d'avril pour un nouveau Midi Musique que je ferai en compagnie de Claire Mortier, ma copine chanteuse, qui était déjà venue avec moi pour parler de la voix. Et comme on n'avait pas eu le temps de terminer, on vous propose une suite à ce Midi Musique sur la voix. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout portez-vous bien et merci pour votre attention. À très bientôt.